Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal mensuel d'information alternative. Nous sommes le 2 octobre 2016, et je vais vous parler de l'actualité du mois de septembre 2016. Commençons. « 1er septembre. Prenant le contre-pied du gouvernement français, le commissaire européen Pierre Moscovici a jugé qu'il n'était pas pertinent de suspendre les négociations avec les États-Unis sur le traité de libre-échange transatlantique, TTIP. Cela ne me paraît pas pertinent de suspendre ces négociations, a déclaré le commissaire européen aux affaires économiques, lors d'une conférence de presse à Paris, appelant au contraire à les poursuivre et à rehausser les exigences vis-à-vis de Washington. Le commissaire a estimé que la question de ces discussions ne saurait conduire à une quelconque démagogie. Il a appelé à l'inverse les ministres européens du commerce extérieur à soutenir la Commission dans ses négociations avec les États-Unis. Le 30 août, le secrétaire d'État au commerce extérieur Matthias Fekl avait annoncé que la France demanderait à la Commission européenne en septembre l'arrêt des négociations sur le TTIP, Transatlantic Trade Investment Partnership, également connu sous un autre acronyme anglais, TAFTA, les jugeant trop favorables aux Américains. Quelques heures plus tard, François Hollande avait affirmé qu'en tout état de cause, il n'y aurait pas d'accord avant la fin du mandat du président américain Barack Obama. Et le 1er septembre, le Premier ministre Manuel Valls avait demandé un coup d'arrêt clair dans les négociations, malgré un appel de la chancelière allemande Angela Merkel en faveur du projet. « 2 septembre. En pleine restructuration, et accablé de procès, le géant bancaire allemand avait déjà assez de soucis comme ça. À la demande d'un client, la banque n'a pas pu honorer son obligation de liquider en or physique des titres d'or papier. Les banques auraient-elles perdu tout lien avec le monde réel? Un client de Xetra Gold, une joint venture de Deutsche Bank, a en effet souhaité convertir en or physique ces titres Xetra, à savoir des titres purement dématérialisés mais appuyant leur valeur sur une certaine quantité d'or physique, c'est-à-dire réel et palpable, ici, en l'occurrence, 1 gramme d'or fin. La banque a déclaré être dans l'impossibilité de satisfaire la demande de son client. Plus inquiétant encore, au lieu d'annoncer que l'impossibilité de la livraison de l'or physique était une erreur qui serait vite réparée, la Deutsche Bank a préféré tenter d'expliquer le pourquoi du comment, dans un style plutôt alambiqué. La Deutsche Bank accepte de tels ordres de la part de ses clients individuels mais ce dernier doit endosser les coûts décrits dans nos brochures, par exemple l'assurance, pour le transport vers le lieu de livraison choisi et le conditionnement de l'or. Aussi, nous attirons le client sur son obligation d'évaluer les coûts qu'une livraison physique engage. Dans le cas contraire, une solution individuelle devra être trouvée avec le client. En clair, il n'est pas facile de récupérer son or auprès de la Deutsche Bank. S'il y est. Les titres d'or papier sont des produits financiers très volatiles. Appelés dans le jargon de la finance des marchandises négociées en bourse, MNB, ou encore, en anglais, DETC, ils permettent de jouer sur le cours de l'or. Au point d'ailleurs que, pour certains économistes, le cours de l'or réel en est complètement faussé, la quantité d'or papier en circulation étant largement supérieure à celle de l'or physique. Si les institutions financières, qui fabriquent l'or papier à partir de rien ou presque chaque titre d'or papier ne se fondant que sur une petite quantité d'or, le reste de sa valeur s'expliquant par la spéculation, refusent ou sont dans l'impossibilité d'échanger l'or papier pour de l'or physique, le marché de l'or pourrait se dissocier de celui de l'or physique. Ainsi, en 2013, la valeur de l'or papier s'était-elle écroulée dans un contexte de forte demande d'or physique. L'or papier n'est donc que du papier. « 3 septembre. Le chancelier autrichien Christian Kern a tenu à dénoncer les pratiques fiscales de plusieurs multinationales qui opèrent en Europe, réalisent d'importants bénéfices mais ne paient que peu d'impôts. Chaque café viennois, chaque stand de saucisses paie plus d'impôts en Autriche que ces multinationales, a déclaré au journal Der Standard le chancelier autrichien. Cela vaut pour Starbucks, Amazon et d'autres entreprises, a-t-il précisé, ajoutant que le dumping fiscal effectué par certains pays européens aggravait cette situation, avec leur politique, l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg ou Malte nuisent à leurs voisins européens et affaiblissent la solidarité au sein de l'Union. Christian Kern a aussi tenu à saluer la récente décision de la Commission européenne, qui a contraint le 30 août dernier l'entreprise Apple à rembourser à Dublin plus de 13 milliards d'euros. Un montant record. En effet, après une longue enquête, les autorités européennes ont estimé que la firme américaine avait bénéficié de privilèges fiscaux en Irlande. Une pratique illégale au regard des règles de l'UE en matière d'aide d'État, car elle a permis à Apple de payer nettement moins d'impôts que les autres sociétés.
Apple, mais aussi le gouvernement irlandais, ont fortement condamné cette décision, et Dublin a fait savoir qu'elle ferait appel de la décision de la commission. Christian Kern a également pointé du doigt Facebook et Google, qui auraient réalisé près 100 millions d'euros de bénéfices en Autriche. Grâce aux revenus publicitaires, ils s'enrichissent dans notre pays mais ne paient ni impôt sur les sociétés, ni taxes sur la publicité. Par le passé, plusieurs grands groupes ont été sanctionnés par la Commission européenne pour leurs pratiques fiscales, notamment Amazon, Starbucks ou McDonald's. 3 septembre. Le service de renseignement américain a rendu public des documents sur l'enquête visant Hillary Clinton, qui a communiqué des informations confidentielles via un serveur mail privé alors qu'elle était secrétaire d'État à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, le 2 septembre, le FBI publie un résumé de l'interrogatoire de l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton avec le FBI le 2 juillet 2016 concernant l'allégation que des informations classifiées ont été stockées et transmises de manière inconvenante sur un serveur email personnel qu'elle a utilisé dans le cadre de ses fonctions, a indiqué l'agence de renseignement américain. Un autre document de 47 pages présentant un résumé de l'enquête, qui a débuté en juillet 2015, à la demande de l'inspecteur général de la communauté du renseignement américain, a également été publié. Selon le FBI, 81 chaînes de courriel contenaient du contenu classifié au moment où ils ont été envoyés, entre 2009 et 2013. Parmi ceux-ci, 68 incluent des informations qui sont toujours confidentielles aujourd'hui. L'enquête n'a pas produit de preuves confirmant que les comptes email de Clinton ou ses appareils téléphoniques ont été compromis par des moyens informatiques, indique le rapport qui précise toutefois que des limitations investigatrices ont empêché le FBI de déterminer avec certitude s'il y avait eu ou non compromission de l'information. En d'autres termes, tous les composants informatiques et appareils nécessaires à l'investigation n'ont pas pu être obtenus. Clinton ne se souvenait pas d'avoir été briefé ou entraîné à la rétention de documents fédéraux ou à la manipulation des informations classifiées, note le résumé de l'interrogatoire. Les enquêteurs ont également évoqué avec l'ancienne secrétaire d'État sa manière de communiquer avec le Pentagone et la CIA lorsqu'elle nomme un individu pour une frappe de drone. Si Hillary Clinton a reconnu ne pas avoir explicitement demandé la permission d'utiliser son serveur privé, elle a indiqué que tout le monde au département d'État savait qu'elle avait une adresse email privée parce qu'elle était donnée à toute personne avec qui elle échangeait des emails. Durant ses 4 ans passés au poste de secrétaire d'État, Hillary Clinton a utilisé 20 téléphones portables, 13 BlackBerry, 2 autres téléphones et 5 iPads. Aucun d'entre eux ne lui a été fourni par le gouvernement. Le rapport du FBI indique également que les assistants personnels de Clinton ne savaient pas vraiment ce que devenait son ancien téléphone lorsqu'elle en changeait. L'un de ses conseillers, Justin Cooper, se souvient ainsi avoir à 2 reprises détruit les vieux téléphones portables de Clinton en les cassant en 2 ou en les frappant avec un marteau. Si les précautions de l'ancienne secrétaire d'État quant à la sécurité informatique peuvent laisser perplexe, l'équipe de campagne d'Hillary Clinton a déclaré que la publication des documents du FBI démontrait bien les raisons pour lesquelles le département de la justice n'a pas estimé nécessaire de continuer les poursuites à son égard. « 8 septembre. Lors d'une visite au Parlement néerlandais, filmée et largement partagée sur les réseaux sociaux, un député a ostensiblement refusé de serrer la main du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, à cause du sort des enfants palestiniens à Gaza. Au 2e et dernier jour de sa visite aux Pays-Bas, Benjamin Netanyahou a rencontré le 8 août plusieurs responsables politiques dans le bâtiment du Parlement à La Haye. Et, alors qu'il remonte à une file de députés pour les saluer, Tunan Kuzu a retiré son bras droit, le plaquant derrière son dos, au moment précis où Benjamin Netanyahou lui tendait la main. Il ne mérite pas qu'on lui serre la main, sachant que le sang des enfants palestiniens est en train d'être versé dans les rues de Gaza. Nous devons sanctionner Israël pour stopper cette politique, a-t-il déclaré après l'incident. Tunan Kuzu, qui portait un badge aux couleurs du drapeau palestinien, a affirmé jeudi sur Facebook que, hors caméra, il avait montré plusieurs photos d'enfants palestiniens au Premier ministre israélien. Né en Turquie avant d'arriver enfant aux Pays-Bas, il est à la tête du mouvement antiraciste DANK, créé en février 2015 pour militer en faveur des droits des migrants. « 9 septembre. La Chambre des représentants américaine a adopté à l'unanimité le projet de loi permettant aux Américains de poursuivre l'Arabie Saoudite pour les attentats du 11 septembre 2001. Le 9 septembre, la résolution 3815, aussi appelée Justice contre les sponsors d'actes terroristes, JASTA, est passée à l'unanimité à la Chambre des représentants. Le projet de loi, qui envisage de créer une exception à l'immunité souveraine,
permettrait concrètement aux citoyens américains de poursuivre des pays étrangers pour des actes terroristes meurtriers commis sur le sol états-unien. Ses défenseurs mettent en avant le fait qu'elle permettrait de poursuivre l'Arabie Saoudite pour son rôle joué dans les attaques du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center et le Pentagone. 15 des 19 terroristes ayant détourné les avions étaient en effet saoudiens. En mai, une version du geste proposée par le républicain John Cornyn et le démocrate Charles Schumer avait été approuvée par le Sénat par 100 voix contre 0. De son côté, l'administration Obama a menacé de mettre son veto au texte, affirmant qu'il placerait les diplomates américains dans une position délicate à l'étranger. La Maison-Blanche estime par ailleurs qu'il pourrait dégrader les relations entre Washington et Riyad. « 14 septembre. Une semaine après avoir qualifié Barack Obama de fils de pute, le bouillant président philippin a déclaré lundi que les forces spéciales américaines devaient partir. Les États-Unis affirment toutefois n'avoir reçu aucune demande officielle. Info ou intox. Une semaine après avoir qualifié Barack Obama de fils de pute, le président philippin Rodrigo Duterte, connu pour son franc-parler, a déclaré lundi que les forces spéciales américaines devaient partir de son pays. Pourtant, au-delà de la déclaration à l'emporte-pièce, les États-Unis ont affirmé n'avoir reçu aucune demande officielle du bouillant président philippin de retirer les conseillers militaires américains épaulant l'armée philippine dans le sud de l'archipel, en proie à des rébellions islamistes. Depuis 2002, des centaines de conseillers américains travaillent sur l'île méridionale de Mindanao à former les militaires philippins. Ces conseillers ont même été jusqu'à 600, mais leur nombre est depuis diminué. Les forces spéciales américaines doivent partir, selon le président philippin. Quoi qu'il en soit, pendant son discours, Duterte a montré des photographies et cité des récits faisant état de musulmans tués par les forces américaines au début du XXe siècle. Les Philippines ont été une colonie américaine jusqu'en 1946. Rodrigo Duterte a relancé en août des pourparlers de paix avec la plus importante organisation séparatiste-musulmane, le Front Moro-Islamique de Libération, qui, comme d'autres groupes rebelles, lutte depuis les années 1970 pour l'indépendance des régions du Sud à majorité musulmane. Nous continuerons à avoir des consultations avec nos partenaires philippins. Son ministre des Affaires étrangères Perfecto Yazas s'est cependant efforcé mardi de déminer ce nouveau début de polémique entre les deux alliés, en laissant entendre que le chef de l'État avait fait à cœur la sécurité des conseillers américains qui risquaient de prendre des risques non nécessaires. À Washington, le Pentagone comme le département d'État ont indiqué n'avoir reçu aucune demande officielle de Manille sur le retrait des conseillers. Nous continuerons à avoir des consultations avec nos partenaires philippins pour adapter de manière appropriée notre assistance à l'approche adoptée par les autorités de Manille quelle qu'elle soit, a déclaré Gary Ross, porte-parole du Pentagone. Washington pas au courant. Le porte-parole du département d'État John Kirby a également affirmé ne pas être au courant d'une requête officielle du gouvernement philippin. Perfecto Yazas, qui a chiffré à une centaine le nombre de conseillers américains déployés dans le Sud, a confirmé auprès de la chaîne philippine ABS-CBN que les deux alliés n'avaient pas discuté de la demande de Rodrigo Duterte. Les Philippines, dont l'armée est une des plus faibles d'Asie, sont un allié militaire historique de Washington dans la région. Cette relation est d'autant plus importante que Manille et plusieurs capitales régionales ont un contentieux territorial majeur avec Pékin en mer de Chine méridionale. Tensions entre Manille et Pékin. Or les incidents se sont multipliés entre Manille et Washington depuis l'investiture fin juin de Rodrigo Duterte, en raison notamment de la sanglante campagne contre la drogue déclenchée aux Philippines, qui a fait 3000 morts en un peu plus de 2 mois. Après avoir essuyé les insultes du président philippin, Barack Obama a annulé un entretien bilatéral prévu le 6 septembre lors d'une réunion de l'ASEAN au Laos. Les deux hommes s'étaient néanmoins brièvement rencontrés en marge du sommet après que Rodrigo Duterte eut exprimé des regrets. Lundi, il a cependant affirmé qu'il avait snobé une autre rencontre, cette fois entre les pays de l'ASEAN d'un côté et Barack Obama de l'autre. C'est délibérément que je n'ai pas pris part aux discussions bilatérales entre les pays de l'ASEAN et le président des États-Unis, a-t-il déclaré devant des policiers et des militaires. J'ai vraiment fait l'impasse sur celle-ci. « 17 septembre. C'est par centaines de milliers que les travailleurs allemands manifestent contre le TAFTA ce samedi 17 septembre. La Commission européenne poursuit, à marche forcée et contre les peuples d'Europe, les négociations pour instituer un grand marché transatlantique, et ce avec le soutien de la droite, SPD, CDU-CSU, allemande au pouvoir. Et ce n'est pas les timides protestations d'un François Hollande entrant en campagne, qui vont stopper le processus de ratification de ce traité. Et pour cause, il faudrait l'unanimité des 28 pour arrêter la négociation. Rappelons que dans le même temps,
les chefs d'État des 27 sont réunis à Bratislava en Slovaquie. Non pas pour pousser une impossible Europe sociale dont l'Union européenne est l'ennemi juré, mais bien pour multiplier encore l'offensive des multinationales, pour liquider les conquêtes sociales, privatiser et libéraliser et réduire les salaires. Renforçant à coups de délocalisation et de travailleurs détachés, de dumping social et fiscal, la mise en concurrence des travailleurs pour diviser les nations et dresser les peuples européens les uns contre les autres. Ces manifestations massives en Allemagne démontrent, s'il le fallait encore, à la fois la nature de l'Union européenne, une dictature du capital écrasant et divisant les peuples, mais également la nécessité pour les peuples d'Europe d'en sortir pour s'en sortir. Oui, de Berlin à Paris, de Rome à Lisbonne, de Madrid à Athènes, Stop TAFTA, cela ne peut que signifier Stop UE. Oui, la solidarité entre les peuples, l'internationalisme, ce n'est pas de défendre l'Union européenne, arme d'exploitation massive des travailleurs, d'oppression des peuples, mais c'est bien tous ensemble de briser les chaînes de l'Union européenne. D'en sortir pour s'en sortir, comme le dit le très clair slogan du PRCF. Avec le vote populaire massif pour le Brexit, cette prison des peuples qu'est l'Union européenne est sérieusement ébranlée. 23 septembre. Après 8 ans de procédure, la Cour d'appel de Versailles a ramené de 4,9 milliards d'euros les dommages et intérêts dus aux civils, par l'ancien trader à la Société Générale. Jérôme Kerviel avait été condamné au pénal en 2010 à 5 ans de prison. La Cour d'appel de Versailles a déclaré Jérôme Kerviel partiellement responsable du préjudice de 4,9 milliards d'euros de la Société Générale. La justice avance, a déclaré l'ancien trader à la sortie de la salle d'audience. Les décisions me donnent l'énergie pour continuer ce combat, car j'estime encore ne rien devoir à la Société Générale. Au pénal, l'ex-trader avait été définitivement condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis pour manœuvre boursière frauduleuse. Restait donc le volet civil de l'affaire et la fixation des dommages et intérêts. Lors d'une première audience le 17 juin dernier, l'avocat général avait déjà pointé, selon lui, la responsabilité de la Société Générale, qui employait alors le trader. La banque a commis des fautes civiles, distinctes et de nature différente des fautes pénales de Jérôme Kerviel, qui apparaissent insuffisantes pour entraîner la perte totale de son droit à réclamer une compensation intégrale de ses pertes. En clair, la Société Générale ne peut pas faire porter à son ancien trader la totalité des pertes que la banque a essuyées en liquidant des positions risquées sur les marchés en 2008, soit 4,9 milliards d'euros. Un jugement dont le géant bancaire, par la voix de son avocat, s'est félicité, qualifiant la décision de tout à fait satisfaisante. Durant tout le feuilleton judiciaire, la Société Générale avait maintenu la même version, concédant des faiblesses et des négligences de ses systèmes de contrôle, mais martelant que ce sont les agissements frauduleux de Jérôme Kerviel qui les ont mis en échec. C'est une nouvelle victoire après 8 ans de démêlés judiciaires pour Jérôme Kerviel. Le 7 juin dernier, les prud'hommes avaient en effet condamné la Société Générale à payer à Jérôme Kerviel plus de 450 000 euros pour licenciement abusif. « 30 septembre. À l'appel de plusieurs syndicats, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans les rues de Bruxelles afin de protester contre les mesures économiques du gouvernement de Charles Michel et l'équivalent belge de la loi travail. Factures plus élevées, protection sociale réduite, travailler plus pour moins et de manière toujours plus flexible. Distribution de cadeaux aux grosses fortunes et aux entreprises, c'est ce que dénonce le Front commun syndical belge, composé de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB, qui a appelé à une nouvelle manifestation nationale dans les rues de Bruxelles le 29 septembre. Plusieurs membres de partis politiques tels que le parti marxiste PTB, le PS, ou Écolo sont venus grossir les rangs. L'ancien Premier ministre socialiste Elio Di Rupo était même présent. Cela n'a pas empêché certains manifestants de siffler le Parti socialiste belge, lorsque le cortège est passé devant ses locaux. Sous la banderole des syndicats FGTB et CSC, des travailleurs du groupe Caterpillar, dont l'usine de Charleroi pourrait bientôt fermer ses portes, laissant près de 2000 personnes sur le carreau, sont venus crier leur désapprobation quant à la politique du gouvernement. La police locale a déconseillé aux automobilistes de se rendre dans la capitale, les rues empruntées par les manifestants étant bloquées à la circulation. Les transports en commun, bus et métro, sont eux aussi perturbés. Il s'agit de la 4e manifestation nationale interprofessionnelle depuis l'arrivée aux affaires du gouvernement de Charles Michel en octobre 2014. Cette fois encore, les manifestants dénoncent les mesures économiques prises par le gouvernement belge. En particulier, la réforme du temps de travail, ou loi Peters, qui entrera en application dès le 1er janvier 2017, est au cœur des revendications. Parfois qualifiée de loi travail à la belge,
elle est présentée par le gouvernement de Charles Michel comme une réforme visant à augmenter la flexibilité et la compétitivité des entreprises. Ses détracteurs, eux, mettent en avant le fait qu'elle diminuerait les garanties sociales des employés. Ainsi, une fois que la loi sera entrée en vigueur, le plafond légal des heures supplémentaires passera de 78 heures par trimestre à 143 heures. En recalculant le temps de travail sur une base annuelle, et non plus sur une base hebdomadaire comme c'était le cas jusqu'à présent, la réforme pourra également permettre aux employeurs de faire davantage travailler leurs salariés, jusqu'à 45 heures maximum par semaine. Le 24 mai, les dernières manifestations nationales contre la politique du gouvernement Michel avaient rassemblé près de 60 000 personnes dans les rues de la capitale belge. Sur ce journal d'information alternative se termine. Merci d'avoir été présent, et d'ici le mois prochain, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook, je suis inscrit au nom de l'INEX.fr. Si mon travail de réinformation vous intéresse, vous pouvez suivre mon site, le lien est dans la description. D'ailleurs je vous invite à devenir auteur sur ce site, il vous suffit de suivre les démarches de la page que j'ai mise en description. Si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez aussi me faire un don. Je vous dis au mois prochain et d'ici là portez-vous bien.